situation. Mais la fraude, qu'est-ce qu'on doit comprendre de la fraude? Lorsqu'on parle de la fraude aujourd'hui, Et la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord de faire la distinction entre ce qui est un vol et une fraude. Déjà là, ça va être un bon point pour s'orienter. ouais. Alors, un vol, c'est qu'on va prendre un bien sans votre consentement et on va vous en priver de la jouissance. Alors que dans une fraude, c'est qu'on va obtenir ce bien-là, mais en faisant usage de fausses représentations, de moyens dolosifs ou contraignants. Donc, et ça, on se réfère à l'article 380 du Code criminel qui dit « Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public de toute somme d'argent, service ou valeur. » Donc, la fraude, ce qui fait vraiment la différence, c'est la même chose qu'au niveau des agressions sexuelles, c'est la notion de consentement. C'est ce qui distingue les deux. Donc, dans une fraude, on va vous amener, je me dis, voilà, quelle belle occasion de faire vivre une fraude en temps réel. On peut faire un petit exercice avec vos auditeurs là, pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Alors, je vous demanderais de choisir dans votre tête un nombre entre 1 et 10. Commencez avec ça. Choisissez 7. Non, il ne faut pas le dire. Il faut vous le garder pour vous. Okay? Donc, vous choisissez un nombre entre 1 et 10. Et je vous demande de vous en rappeler puisque je vais vous le redemander un peu plus tard. Donc, vous avez choisi un nombre. Vous allez prendre ce nombre-là et le multiplier par 2. C'est pas difficile, là. Ouais. Choisir un nombre entre 1 et 10. On multiplie par 2. Mm-hmm. Vous allez maintenant additionner de 8. Mm-hmm. Ensuite, vous allez diviser par 2. Mm-hmm. Puis, vous allez soustraire avec le nombre que vous avez choisi au début. Mm-hmm. Là, ça va vous donner un nombre. Vous allez prendre maintenant ce nombre-là et le transposer sur les lettres de l'alphabet. Donc, 1 étant A, 2, B, 3, C, et ainsi de suite. Donc, la lettre qui correspond avec le nombre que ça vous a donné, pensez à un pays dans le monde qui commence par cette lettre-là. Ouais. Alors, il ne faut pas le dire, là, vous avez trouvé un pays. Ouais. Maintenant, vous allez prendre la dernière lettre de ce pays-là et vous allez penser à un fruit qui commence par cette lettre-là. Alors, Hamid, je ne sais pas si tu savais, mais des kiwis, ça ne pousse pas au Danemark. À ma connaissance, non. Alors, quel que soit le nombre que vous avez choisi à la maison, vous êtes tous arrivés avec le même résultat. Si vous n'êtes pas arrivé avec des kiwis au Danemark, c'est que vous avez fait une erreur dans vos calculs. Alors, une fraude, c'est un peu exactement ça. C'est un stratagème dans lequel on va vous amener dans un entonnoir où, au départ, vous donnez votre consentement, vous ignorez que c'est une fraude, puis à la fin, vous faites vendre les kiwis au Danemark et là, il est trop tard, vous êtes fait prendre. C'est un petit peu ça, en fait, de vivre une fraude. Donc, je me suis dit quoi de mieux que de vous la faire vivre en temps réel. Oui, c'est... Moi, j'ai fait l'exercice. C'est extrêmement intéressant, cet exercice-là. Mais lorsqu'on est victime de fraude, est-ce qu'on a un recours? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça dépend du type de fraude dans lequel vous avez été victime. La première chose qu'il faut faire, c'est porter plainte à la police. Mais encore là, c'est difficile parce que lorsqu'on se rend dans un poste de police, le policier qui est assis au comptoir, qui est souvent là pour des raisons administratives, n'est pas formé, ne connaît pas les notions de fraude. Donc, souvent, ils ne voudront pas prendre la plainte, ils vont retourner la victime chez elle en disant « Ah non, c'est pas une fraude, c'est civil. » Donc, il faut vraiment insister et il faut avoir un dossier bien monté. On n'arrive pas là en criant et en disant « Je me suis fait frauder, on m'a floué, ci, ça, ça. » Il faut avoir vraiment monté un dossier avec la preuve et que ça tienne vraiment compte de l'article 380 du Code criminel. Donc, vous arrivez avec un dossier bien monté, vous présentez, vous dites « J'ai été fraudé, voici le stratagème, voici le mobile, voici comment, voici pourquoi, et voici qui, je pense, serait le fraudeur, si vous êtes en mesure de le prouver. » Parfait. Et Ernst, on a quelqu'un au téléphone. Est-ce que, Ernst, tu as une question pour M. Paquette? Je tiens d'abord à saluer M. Paquette parce qu'il est arrivé en retard. Moi, c'est Ernst. Je me présente rapidement. Je suis en cybersécurité. Je fais une formation en la gouvernance et puis en fait sécurité et conformité. Donc, j'ai une question pour M. Paquette. C'est une question très simple et j'espère que M. Paquette est à la hauteur de répondre à cette question parce qu'il est là comme expert. Donc, M. Paquette, en fait, quelqu'un qui s'est fait voler ou bien qui a subi une fraude là, est-ce que le recours qui
qu'il a, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire que c'est facile comme procédure ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué? Il faut faire la déclaration et faire sa déclaration en ligne de police. Est-ce que c'est quelque chose que la personne va avoir comme en fait, une réponse à sa demande? Par exemple, si c'est se fait voler ou si c'est son identité, est-ce que c'est quelque chose que chaque personne peut attendre à une réponse et la justice qui ne va pas être trop compliquée pour lui? Est-ce que c'est quelque chose pour vous pensez que qui est... La procédure est facile ou compliquée? Voilà. C'est quand même ardu de porter plainte. Si on sait c'est qui le fraudeur, par exemple, on a rencontré quelqu'un physiquement, il nous a proposé d'investir de l'argent. Donc, la personne est facilement identifiable. On peut arriver à déposer des plaintes aux criminels, puis ça va fonctionner. Mais si vous êtes fait voler votre identité, puis le fraudeur est dans un autre pays ou n'importe où sur la planète, ça risque d'être très difficile. Et les forces policières n'ont pas les effectifs pour enquêter là-dessus. Les forces policières, ils vont enquêter par ce qu'on appelle par concentration. Donc, ils ne vont pas prendre une pièce à la fois. Ils vont, par exemple, entrer, si on prend un exemple ici à Montréal, au SPVM, mais ils ont un logiciel qui, peut-être ça a changé de nom, là, mais il fut un temps où ça s'appelait le G11. Et dans ça, il entrait tous les stratagèmes de fraude des victimes. Puis ensuite, ils pouvaient identifier un modus operandi ou un réseau d'individus. Et là, ensuite, ils ciblaient ce réseau-là, puis ils procédaient à des perquisitions, puis voire des arrestations. Mais ils n'enquêteront pas à la pièce, puisqu'un vol d'identité, c'est difficile de pouvoir remonter à l'origine. Ça prend vraiment des experts pour le faire. Ça se fait, mais si votre fraudeur est en Tunisie, mais là, ça risque d'être compliqué un peu. Là. Okay. Hamid, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Sylvain. Effectivement, au niveau des attaques, le son ne saute pas avec le micro. Des attaques de cybercriminalité, la difficulté justement, c'est le fardeau de la preuve. Oui. Parce que souvent, les attaques sont effectuées à distance. Difficile de les retracer. Et l'autre point aussi que j'aimerais ajouter, c'est l'arsenal juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le domaine de la cybersécurité ou la cybercriminalité, de façon générale, est plus en avant par rapport aux lois qui permettent de régir justement ce domaine. Oui. Donc, il y a des formes d'action ou d'attaque qui sont donc effectuées et on ne sait pas qu'est-ce que la loi dit là-dedans. Donc, il faut toujours se référer aux lois et règlements. Vu la complexité de cette procédure-là, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à nos auditoires? Parce que est-ce que le mieux, ce ne serait pas la précaution ou qu'est-ce qu'on pourrait les conseiller? Il y a une célèbre citation du général Sun Tzu qui a écrit le livre L'art de la guerre, un livre qui a paru au Moyen Âge, et qui disait dans cette citation-là, « Si tu ne connais ni ton adversaire ni toi-même, à chaque bataille, tu seras vaincu. » Donc, si vous n'avez pas une base d'éducation pour connaître comment les fraudeurs vont venir à vous, vous allez vous faire prendre à chaque fois. Donc, les fraudeurs, aujourd'hui, l'arme qu'ils utilisent le plus fréquemment, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Qu'est-ce que l'ingénierie sociale? C'est une technique de manipulation pour des fins d'escroquerie. L'ingénierie sociale, ça a été créé dans les années 30 par le neveu de Sigmund Freud, qui était... voyons, le nom m'échappe. Voyons. C'était... non, c'est... bon, le nom va me revenir, là. Je l'ai sur le bout de la langue. Et Édouard Bernays, c'est ça. Donc, Édouard Bernays a écrit plusieurs livres au début du siècle, donc dans les années 30. Et il expliquait comment arriver à manipuler soit la population ou des idéologies ou des trucs comme ça. Et ces livres ont même été utilisés durant la Deuxième Guerre mondiale par Joseph Goebbels, le ministre de la propagande d'Adolf Hitler. Alors, les fraudeurs s'inspirent un peu de cette ingénierie sociale-là pour savoir manipuler les gens. Et comme exemple, ce qu'on peut donner, vous recevez un appel sur votre portable et là, on vous dit « Bonjour Louis, mon nom est Sylvain XYZ de BMO Mastercard, département des fraudes. Je vous appelle aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de commander une carte de crédit à votre nom en Alberta. Alors, on voulait vérifier si c'était bien vous. » Alors là, Louis, tu vas sauter sur ta chaise, tu vas dire « Mais non, c'est pas en Alberta, je suis à Montréal. » Là, donc,
Parfait, M. Bolivar. On va tout de suite bloquer le fraudeur. Mais pour le bloquer, on va avoir besoin de vérifier votre identité. Donc, on va vous poser quelques questions de sécurité. Première question qu'on va poser, c'est une question qui ont déjà la réponse, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner votre adresse pour gagner votre confiance. Une fois qu'ils ont votre confiance, après ça, ils vont vous dire, bon, bien, pouvez-vous me donner votre numéro d'assurance sociale, votre date de naissance, le nom de fille de votre mère. Et là, ils vont poser plusieurs questions. Ensuite, ils vont dire, merci, M. Bolivar, grâce à vous, vous venez de bloquer un fraudeur. Donc, on a bloqué la carte, soyez pas inquiets. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, rappelez au numéro sur l'afficheur. C'est le numéro de BMO, Département des fraudes. Merci de votre confiance envers BMO et bonne journée. Et si vous rappelez, c'est vraiment BMO qui va répondre. Sauf qu'ils ont eu, les fraudeurs utilisent une application sur téléphone qui déguise le numéro de téléphone. On appelle ça du spoofing. Donc, c'est une application qui est destinée à ça. Donc, c'est une façon de fonctionner là, pour tromper les gens. Donc, ils utilisent beaucoup l'ingénierie sociale. Ça, c'est au niveau de ce qu'on appelle de la fraude par marketing de masse. La fraude par marketing de masse, ça regroupe les fraudes par des moyens de communication tels le téléphone, l'Internet et la poste. Donc, on peut vous arnaquer par téléphone, par la poste et par Internet. Par Internet, on va parler, par exemple, du hameçonnage, du harponnage, du shimming, du phishing. Et là, il y a plusieurs versions là, qu'on pourrait vous expliquer. Mais il y a plusieurs façons. Par la poste, ils peuvent vous attraper aussi là, en vous envoyant un faux relevé de compte de Capital One. Vous recevez ça à la maison. Et là, vous voyez, je dois 800 $, mais c'est pas vrai. Et là, vous appelez au numéro sur le relevé. Mais c'est pas le numéro de Capital One. C'est le numéro des fraudeurs. Là, ils vont vous répondre, Capital One, bonjour. Puis ils vont vous passer un faux département des fraudes. Et là, vous allez donner tous vos renseignements personnels. Puis là, ils vont vous dire, bien, on a cancellé le montant. Là, vous allez dire, ouf, il y a une chance que j'ai appelé. Mais c'est comme ça qu'ils vous ont eu. C'est de cette façon-là. Donc, je ne voudrais pas garder tout le temps la parole, là, mais la façon aujourd'hui de se protéger, c'est d'adopter une hygiène numérique, c'est-à-dire d'avoir aussi moi j'appelle ça un éternel doute. Chaque fois que quelqu'un nous appelle, on ne donne aucun renseignement à un numéro appelant. On se méfie, les courriels, les messages qu'on reçoit. Moi, c'est quelqu'un qui m'envoie un message sur Messenger, puis ça fait 3 ans que je ne lui ai pas parlé, puis je reçois une vidéo de lui, je n'irai pas cliquer dessus. Je vais lui écrire un message pour lui dire, c'est toi qui m'as envoyé cette vidéo-là? Et souvent, il va me répondre non. Donc, je vais me méfier constamment, je vais être très prudent. Dès que je reçois dans mon courriel un reset password ou un texto de Netflix qui me dit que je dois mettre à jour ma carte de crédit, c'est tout de suite un non, je mets tout en doute. Comme ça, je suis certain de ne pas me faire avoir. Et moi, ce que je préconise, c'est d'adopter cette méthodologie-là parce que aujourd'hui, les fraudeurs, il y a 10 ans au Québec, on n'avait pas ça, là, on ne vivait pas ça. On se dit, c'est quand qu'on va aller, par exemple, dans un autre pays où on va se faire attaquer par des fraudeurs ou on va tenter de nous arnaquer. Mais maintenant, c'est présent, là, c'est à nos portes, c'est dans nos salons, dans notre maison. Donc, Internet, l'avantage de ça, c'est que ça nous a rapprochés les uns des autres, mais ça a aussi rapproché les fraudeurs. Exactement. Amine, tu as un élément? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Sylvain a vraiment insisté sur l'ingénierie sociale. Et effectivement, à l'époque, l'ingénierie sociale, c'était un peu la partie visible de l'iceberg de la cybercriminalité. Aujourd'hui, elle a tendance à devenir l'iceberg lui-même. Tu vois?